et les autres déplorent finalement le manque d'intérêt pour la recherche réticents, notamment les décideurs politiques. C'est un constat qui a été fait, c'est un constat qui a été partagé. Le constat, les critiques vis-à-vis de la recherche sont encore plus acerbes, j'ai envie de dire, quand on prend le rapport de 2003 de l'OCDE, de nouveaux défis pour la recherche en éducation. Il disait quand même des critiques formulées à l'encontre des systèmes de recherche-développement en matière d'enseignement portent en grande partie sur le fait que bon nombre de travaux ne présentent guère d'intérêt pour les praticiens et les décideurs. Donc on voit toujours cette difficulté d'articulation entre recherche et pratique. C'est un élément qui était récurrent, et notamment les pratiques de pilotage. Les pays de l'OCDE ont pris des mesures pour améliorer l'efficacité de leur système de recherche-développement en matière d'enseignement, de manière à répondre à la demande accrue de recherche et d'information sur l'enseignement. Et puis, c'est à travers ces constats, notamment, que le courant evidence-based policy que j'évoquais tout à l'heure a pu effectivement trouver une place en créant une connexion directe, un lien direct avec les décideurs politiques. Il prône d'ailleurs le lien avec les décideurs politiques en basant sur la preuve des résultats de la recherche. Après, c'est discutable, bien entendu, mais c'est vrai que on retrouve ces éléments dans le raisonnement qui sous-tend l'evidence-based policy. C'est de montrer qu'il existe un écart entre les données prescrites par la recherche et leur utilisation par les praticiens. La recherche ne serait-elle même de piètre qualité, les préoccupations des chercheurs n'étant pas assez axées sur les besoins, vous voyez, les besoins des praticiens, et les méthodes de recherche seraient biaisées et souvent incapables de produire des résultats scientifiquement probants. La notion de résultats scientifiquement probants aussi un élément du malentendu entre recherche et pratique, recherche et décision politique. C'est un constat qui a été fait par Sarah Carpentier en 2003. Voilà. À partir de là, quelles réponses peuvent être données? Alors j'en ai listé quatre niveaux de réponse au constat qu'on peut être fait. Une recherche dispersée, une recherche qui est déconnectée de la réalité et des besoins de la pratique, une recherche qui a du mal à se rendre accessible. 4 niveaux de réponse. Tout d'abord, concernant la question de l'autonomie, ce que disait, je trouve ça très intéressant, ce que disait Criblé en 2010, c'est que finalement, il y a un conflit récurrent entre l'autonomie d'une discipline, en l'occurrence les sciences de l'éducation, et les attentes politiques. Mais finalement, l'existence même de ce conflit est fondateur des sciences de l'éducation et nourrit les sciences de l'éducation. Parce qu'il garantit, d'une certaine manière, et je crois que c'est important, la liberté d'enseignement et de recherche. Donc, le conflit en soi n'est pas quelque chose qui demeure problématique, c'est bien quelque chose de constructif. C'est que le conflit permet d'entretenir une certaine rigueur et une neutralité scientifique, et ce conflit autour de l'autonomie préserve aussi la recherche d'une dimension critique, notamment par rapport à l'articulation, ça c'est un point important, de politique éducative et les valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que la dimension critique de la recherche se développe aussi grâce à cette forme d'autonomie par rapport aux politiques éducatives. Et c'est un argument qui se défend, c'est un argument qu'on retrouve de manière récurrente pour défendre l'idée de la recherche, et même si cette autonomie est source de conflit, elle doit nourrir le développement à travers ces dimensions-là, liberté d'enseignement, rigueur, neutralité et posture critique. Là, ce sont des éléments, voilà. Après, on peut questionner sur quoi se construit une posture critique. Là, je mets en évidence des valeurs qui sont les valeurs fondamentales de nos sociétés démocratiques, qui nourrit d'une certaine manière la posture critique. Autre élément de réponse, la question de la pluralité. Je trouvais assez intéressante j'ai trouvé cette citation là qui s'adresse directement à la sociologie, mais qui finalement qui me fait un petit peu le contrepoids de logique d'evidence-based policy. Il n'existe pas en sciences sociales de théorie unifiée. Et c'est ce qui rend difficile finalement la relation avec le décideur politique et par rapport à ce que sont ses attentes. Il n'existe pas en sciences sociales de théorie unifiée qui serait acceptée telle qu'elle par l'ensemble des productions. C'est une réalité de la recherche en éducation et de la recherche en sciences sociales plus largement. Alors à partir de là, c'est vrai qu'il
est difficile, ça rend difficile la communication en termes de résultats de la recherche. Mais bien qu'un accord épistémologique ait été caressé depuis les origines, et que chaque grande théorie est prétendue à l'hégémonie, je pense qu'il y a un désaccord au sein de la communauté scientifique. Et ça, c'est un élément important. Il y a un désaccord qui est resté la règle et la controverse sur la nature de nos savoirs. Et c'est finalement ce désaccord-là au sein même de la communauté scientifique qui rend bien entendu difficile la communication avec l'externe de la communauté. Mais ce désaccord-là, c'est finalement un des ressorts les plus puissants de la fécondité intellectuelle de la communauté. C'est un niveau de réponse parmi d'autres qu'on peut mettre en avant, finalement, pluralité des théories et le fait qu'il n'y ait pas de théorie unifiée, qu'il n'y ait pas cette capacité à cumuler de manière systématique les résultats de recherche, c'est une des sources de recherche et de fécondité intellectuelle. Alors, il est vrai que un certain nombre de théories peuvent dominer à un moment historique déterminé. On pourrait citer, parmi ceux-ci, citer l'approche par compétence, une théorie qui a quand même été portée et qui a donné lieu à de nombreuses réformes au niveau des politiques éducatives, et aujourd'hui un peu plus discutée au niveau de la recherche. Le paradigme réflexif aussi, on voit bien que c'était un paradigme dominant qui est aussi aujourd'hui discuté. Donc, il y a certainement à un moment donné des théories qui vont dominer, mais il n'y a pas de théorie unifiée quand on parle de recherche. Et donc finalement, la question de l'efficacité des théories, là aussi c'est une réponse qui peut être faite, ne peut être envoyée à l'estimation pure et simple de leur succès social. Pas le succès social d'une recherche qui fait la qualité d'une recherche, un peu, ou de résultats, ou de théories, de savoir d'intelligibilité. C'est pas là-dessus qu'on peut déterminer la qualité d'un processus de recherche. Voilà un petit peu, ça c'est un autre niveau de réponse. Encore un autre, là encore je m'inspire de Lessard et Carpentier. Finalement, la recherche et la pratique sont deux mondes qui ont vocation à rester séparés. C'est une position, alors par la suite, c'est pas forcément la position que je défends moi d'ailleurs, mais c'est une position qui est défendue par un certain nombre de chercheurs, de ce rapport entre recherche et pratique. Après, elle peut, à partir du moment où il y a cette point de départ qui est deux mondes séparés, comment la recherche peut s'intégrer de différentes manières dans les pratiques sociales, à travers l'application, bien entendu. Un élément qui est très discuté et très discutable. La dissémination, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que finalement, la recherche produit des semences prêtes à être plantées dans la bonne terre. Là aussi, je peux faire ça avec un Carpentier. Et puis, après, c'est une position qu'on retrouve notamment en sociologie, finalement la recherche elle a proposé un certain nombre de modèles d'intelligibilité, de les mettre à disposition, et la traduction des usages qu'en feront les professionnels, les acteurs politiques, leur appartient la recherche. Là aussi, c'est une position qui peut être discutée, que je vais discuter après. Et puis, le dernier élément de réponse possible par rapport à ce que j'évoquais sur la question de la pertinence sociale de la recherche. Tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui fait le succès, ce qui fait la qualité d'une recherche, ce n'est pas son succès social. Je voulais vous citer, je trouve ça très intéressant, cet extrait d'un article écrit par De Quetel, notamment, qui est une position aussi, si la pertinence scientifique est un critère incontournable de toute recherche scientifique, puisque toute recherche a pour fonction, et c'est sa fonction première, de produire de la connaissance scientifique. Je crois qu'on est tous d'accord, produire de la fonction première de la recherche, c'est de produire de la connaissance. On ne peut pas dire la même chose de la pertinence sociale, le fait que la recherche est conçue essentiellement pour de la. Si les règles des recherches ont été conçues dès le départ dans cette visée et ont pu produire des connaissances scientifiques nouvelles, il y en a bien d'autres qui ont été conçues sans aucune visée pratique et qui ont pourtant produit des connaissances scientifiques de grande pertinence, même quelques décennies après. Donc, autre élément encore, c'est qu'il y a derrière ça l'idée que finalement, la recherche, ou les résultats de la recherche, là on s'oppose un petit peu à ce que j'évoquais tout à l'heure, basé sur les évidences, on oppose la recherche à des fonctions.
ne reconnaît pas à la recherche des fonctions normatives ou des fonctions prescriptives. Ce n'est pas du rôle de la recherche de prescrire des solutions clés en main à l'attention des décideurs politiques. Ça, c'est aussi une position scientifique qui mérite, une position de chercheur qui mérite d'être défendue. À partir de là, de ces différents niveaux de réponse que j'ai explicités en illustrant à travers différents auteurs, je vais plutôt quelle est la position, la perspective de travail sur laquelle je suis moi actuellement, qui reprend un certain nombre de ces éléments ou qui les discute. Il faut partir du point de départ. Et je trouve très bien, très intéressant, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Hofstetter, qui avait été coordonné par Hofstetter et Schneubly en 2001, qui était intitulé Le pari des sciences de l'éducation. Et je pense qu'il y a un point de départ qui est assez intéressant. C'est de dire qu'édifié à partir d'un ensemble de savoirs élaborés préalablement autour d'espaces professionnels divers, la recherche est née de l'élaboration de savoirs autour d'espaces professionnels, ça il ne faut pas notamment l'enseignement. Les sciences de l'éducation se transforment, le champ des sciences de l'éducation, en fonction des demandes sociales. L'évolution des sciences de l'éducation se fait en fonction notamment des domaines sociaux précis, d'ordre socio-professionnel, d'ordre politique, d'ordre économique, qui le sollicitent pour élaborer des éléments de théorisation à partir de savoirs scientifiques. Donc, si les demandes sociales sont une condition de l'avènement des sciences de l'éducation, elles vont à leur tour conditionner le développement de ce champ disciplinaire, en participant à son orientation, à la définition des domaines qui le composent, à ses problématiques, à ses méthodes. Je pense que on ne peut pas éluder le fait que le développement des sciences de l'éducation est lié à l'évolution des attentes sociales et des demandes sociales de l'éducation. Voilà, c'est une position que je défends, c'est une sert de base au travail et à la mise en place des pratiques de recherche que je fais moi-même et que je sais développer au sein de l'institution que je dirige. Il n'y a pas de déconnexion entre recherche et pratiques sociales parce que la recherche émerge d'une demande sociale notamment. Ce qui ne règle pas d'emblée les liens entre recherche et décideurs, bien entendu. Hein. Ces postulats-là ne sont pas que la recherche est inféodée à la décision. Bien au contraire. Il y a à travailler avec cet élément-là comme point de départ. Je vais illustrer ça à travers un élément que je connais bien, c'est le développement de la recherche en éducation, hein, voir comment la recherche s'articule à des attentes sociales dans le champ de la professionnalisation de l'enseignement. Ça reprend un petit peu ce qui permet vraiment d'identifier un certain nombre de fonctions sociales de la recherche telle qu'elle s'est développée. Dans le champ de la professionnalisation de la formation des enseignants, la recherche s'est positionnée pour contribuer à la production du savoir de référence de la profession, à travers la formalisation de l'expérience des praticiens, à travers ce qu'on a appelé un processus de professionnalisation. La recherche, telle qu'elle s'est développée dans ce champ-là, a répondu à un certain nombre d'attentes sociales, plus ou moins. Alors, évidemment, là, je vais donner une image idéale du champ de la professionnalisation et du développement de la recherche dans le champ de la professionnalisation. Il y a un certain nombre de réserves qui pourraient être émises, notamment sur des travaux qui montrent récemment qu'il y a encore des tensions entre les savoirs produits par la recherche et les savoirs d'expérience et d'enseignants, etc. Mais je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas celui qui nous intéresse. Simplement, je montre qu'à un moment donné, la recherche en éducation s'est développée en réponse à des attentes et a proposé un certain nombre de choses qui ont permis d'apporter des réponses. Donc, contribution à la production de savoir professionnel. Développement, analyse, évaluation de programmes de formation. Si on regarde un petit peu au cours des dernières décennies, à travers le processus de professionnalisation de la formation des enseignants, le processus de professionnalisation a largement été porté par des chercheurs en éducation. Je pense à Léopold Paquet, Marguerite Alté, Philippe Pernoud, Maurice Tardif, etc. Donc, on voit bien que la recherche, là aussi, a répondu à un certain nombre d'attentes sociales, à travers le développement d'outils, à l'alternance théorie-pratique, à l'intégration de la recherche dans les programmes de formation, à la mise en place de processus d'amélioration continue des programmes de formation. Donc la recherche, dans ce champ-là, est réellement impliquée, est réellement connectée au processus de gouvernance, de mise en place de la formation des enseignants. La recherche a contribué aussi à la définition d'un certain nombre de modèles de professionnalité. L'enseignant professionnel, le paradigme réflexif, etc. Donc la recherche s'est appropriée ces concepts-là et les a développés
et les a opérationnalisés, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le champ de la formation. Et puis, les chercheurs eux-mêmes, en éducation, se sont impliqués dans la professionnalisation des individus, dans la professionnalisation des futurs acteurs de l'éducation et de l'enseignement, à travers la mise en place de processus de formation par la recherche. L'enseignant professionnel, aujourd'hui, est formé à et par la recherche. On ne forme pas des futurs chercheurs, on forme des professionnels de l'enseignement. Et les chercheurs sont impliqués, répondent à une attente de professionnels. À travers le développement de pratiques réflexives, bon, je ne vais pas citer tous les éléments pour l'analyse de l'activité. Et puis un autre élément qui me semble particulièrement intéressant de voir comment la recherche s'est positionnée aussi dans ce champ-là et d'une certaine manière a répondu à un certain nombre d'attentes sociales, c'est la diversification aussi des formes de recherche, tous ces éléments de recherche collaborative, recherche-action, qui ont créé de nouvelles formes de relations entre les acteurs de l'éducation, les professionnels et les chercheurs, montrent que, effectivement, là, il s'est passé un phénomène, il s'est passé un certain nombre de choses qui ont rapproché la recherche et la pratique, quoi qu'on dise que la recherche est un univers déconnecté de l'univers. Et puis, tout cela s'est fait quand même, malgré tout, en préservant un certain nombre de postures critiques de la recherche sur le processus de professionnalisation, sur ses effets, sur ses limites actuelles. Les chercheurs eux-mêmes qui sont impliqués dans le champ de la professionnalisation ont pu construire un discours critique sur ce qu'il en est actuellement des effets et des limites de la professionnalisation. Voilà un petit peu, ça c'est un exemple un exemple qui montre comment la recherche est articulée à la pratique. À partir de là, alors, à partir de ces constats, je me suis posé la question, mais finalement, ces éléments-là qu'on retrouve dans le champ de la professionnalisation, est-ce qu'on peut les retrouver dans la construction de relations entre recherche et gouvernance en éducation, recherche et pilotage des systèmes éducatifs? Comment la recherche, à un moment donné, est connectée à des réalités qui sont connectables avec les attentes sociales. Pour répondre à cette question, je fais juste une parenthèse, je montre un petit peu, je ne vais pas m'attarder dessus, quelles sont les missions de l'institution que je dirige, donc quelles sont ces missions et finalement comment on les a explicitées, nous, à partir d'un mandat de prestation, un cadre très ouvert, et qui oriente les réflexions que je pose après. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, ça montre un certain nombre de postures et de pratiques de recherche que nous développons. On est dans effectivement le développement de recherche orientée vers le conseil, l'aide à la décision. On ne rejette pas cette idée de décision. On est dans une logique d'accompagnement. La recherche peut aussi s'inscrire dans un processus d'accompagnement, d'analyse, d'évaluation. On est bien entendu dans une logique de production, de médiation, de circulation, de savoir, et de contribution à la réflexion. Après, et ensuite un autre élément sur lequel je vais revenir après, de coordination, et ça me semble être très important, coordination des activités, des réseaux, des pratiques de recherche. À partir de là, quelques perspectives de travail sur lesquelles je me suis penché particulièrement, et puis je m'arrêterai là-dessus. Un premier élément qui me semble important, quand on parle de relations entre recherche et pilotage des systèmes, il est important de dissocier le temps de la recherche du temps politique. Il est impossible de dire que, finalement, pour fonder une utilité pratique à la recherche, il faut la superposer au temps politique. C'est impossible. La décision politique se fait dans l'urgence, se fait la plupart du temps, elle se fait d'une manière très rapide, et il est impossible de pouvoir superposer les deux temps. Et ça, c'est un élément sur lequel il faut être conscient dès le départ. Ce n'est pas en essayant de superposer le temps scientifique du temps politique qu'on va réussir à redonner une légitimité à la recherche dans ses relations avec les décideurs et dans son contribution à la gouvernance de l'éducation. Évidemment, un autre élément par rapport alors, je le rappelle un petit peu sous forme de clin d'œil, hein, mais dans cette vision de la recherche avec un langage abscon, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il est important que la recherche fonctionne pour la recherche. Et la recherche a vocation à fonctionner, encore une fois, par rapport à des attentes sociales, par rapport à des politiques sociales qui ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des savoirs. Donc, éviter l'enfermement dans
dans un tout petit monde, le monde de la recherche qui se passe sur lui-même, référence à David Lynch. Cela dit, à partir de là, la dissociation du temps politique, l'évitement de l'enfermement dans un discours qui ne soit accessible qu'à d'acteurs scientifiques, il y a quand même à défendre des postures de recherche dans les relations avec les décideurs politiques. Ça, c'est un élément sur lequel on travaille. C'est faire de la recherche, c'est s'appuyer sur un certain nombre de postures qui permettent d'observer, de décrire, de comprendre, d'interpréter, d'évaluer, un certain nombre de postures épistémologiques, un certain nombre de méthodologies de recherche qui sont incontournables. C'est sur cet élément-là que la recherche fonctionne davantage que sur la preuve, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Voilà, c'est encore une position que c'est la rigueur scientifique dans la méthodologie et dans l'épistémologie, plus que dans la preuve, qui permet à la recherche de construire sa légitimité. Ensuite, dans les relations avec les autres acteurs politiques, je pense que les chercheurs doivent être capables d'expliciter les fonctions qu'ils donnent à leur recherche. Je travaille beaucoup là-dessus avec des collègues, c'est cette capacité pour nous, à un moment donné, à expliciter quelles sont les fonctions que nous donnons à notre recherche. Est-ce qu'on vise à informer? Est-ce qu'on vise à évaluer? Est-ce qu'on vise à contribuer à un débat public? Est-ce qu'on vise à expertiser? Est-ce qu'on veut mettre en évidence des phénomènes en relation avec des missions? Est-ce qu'on veut produire du savoir d'intelligibilité? Est-ce qu'on veut avoir une posture critique? On doit être capable, à un moment donné, en tant que chercheur, de définir quelle est la fonction que nous donnons à notre activité de recherche. Et je pense que là encore, c'est une position qui m'engage moi. Je pense que dans la formation de la relève scientifique, il est important aussi de mettre en avant les fonctions de la recherche. Il y a la fonction scientifique, produire de la connaissance, mais la recherche s'inscrit dans d'autres fonctions, telles que celles qui sont décrites. Là, je pense que c'est un élément important de l'avenir de la recherche et de l'éducation. Ensuite, évidemment, il y a un espace pour les échanges, pour les rencontres entre les chercheurs, entre les décideurs, entre les chercheurs et les acteurs de l'éducation. On l'a vu, je parlais tout à l'heure de la recherche collaborative, de la recherche-action, tous ces types de recherche qui se sont développés dans la nécessité de cette rencontre. Dans le champ des relations entre chercheurs et décideurs, il y a encore un espace pour créer de la médiation, pour créer des espaces de débat, pour conseiller, pour contribuer aussi, et ça c'est un élément important, la recherche a contribué, et c'est pour ça que l'existence de ces espaces est aussi importante. La recherche a contribué à la réflexivité, comme elle a contribué à la réflexivité de certains professionnels, elle a contribué à la réflexivité dans les processus de décision, en introduisant des nuances, des controverses, en inventant aussi de nouvelles formes de collaboration, etc. Donc ça, c'est un élément sur lequel aussi je me base pour développer mes activités, c'est la recherche contribue à la réflexivité, la recherche contribue à la médiation des savoirs, mais pour cela, il faut créer des espaces de rencontre. Un autre élément aussi, et là c'est une réponse directe évidemment aussi à l'idée d'évidence de preuve, c'est le renoncement à la prescription. Il faut savoir que la décision politique se base sur dans un système de gouvernance, elle se base sur un faisceau d'informations, pluralité d'informations qui viennent de différents acteurs du champ éducatif, de la société civile dans son ensemble, de penser que la recherche va prescrire la décision politique. Je crois que c'est une illusion, c'est une utopie, et d'ailleurs je pense qu'elle n'aura aucun intérêt à se positionner comme ça. Je pense qu'il faut renoncer à cette idée de prescription par la recherche. Autre élément aussi sur lequel j'axe les réflexions, c'est plutôt que de rentrer dans une opposition stérile à la place que peuvent jouer les indicateurs statistiques, à la place que peuvent jouer les résultats, les performances des élèves, toutes ces études. Je pense qu'il faut défendre plutôt la pluralité des savoirs et des données, en favorisant le couplage des données probantes avec des savoirs d'expérience. L'expérience est essentielle. Il faut donner de l'épaisseur à la recherche à travers la multiplication des sources d'information et notamment l'expérience des acteurs. Ça, c'est donc multiplié. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont développées, des méthodes, par exemple, des choses qui permettent d'articuler différents types d'outils
les différents types de données au service de la compréhension, au service de l'intelligibilité des phénomènes. Et je trouve assez intéressant de l'idée que finalement le savoir d'expérience, celui qu'on va puiser chez les praticiens notamment, ce savoir-là médiatise et filtre d'une certaine manière les données. Tout ça, c'est un élément qui est assez important. Et puis, bien évidemment, et là, je parle parce que c'est une définition de l'institution du lycée, le renforcement des instances de coordination et la mise en cohérence de la recherche en éducation. Je pense que la coordination de la recherche en éducation a créé encore, dans certains contextes, peut-être pas ailleurs, je ne connais pas assez de contexte québécois pour pouvoir me positionner, mais dans certains contextes, la recherche a créé les instances de sa propre coordination, qui de cette manière, doit être confiée à des chercheurs, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire coordonner? Ça veut dire mettre en évidence un certain nombre d'acquis de la recherche, ça veut dire travailler sa thèse, ça veut dire planifier aussi le développement, la mise en cohérence d'un certain nombre de recherches. Cette mission-là, les chercheurs ont à se l'approprier, parce que s'ils ne le font pas, d'autres le feront à leur place. Je pense que c'est important de remplir cette mission, de créer des instances qui permettent la coordination et la mise en cohérence de la recherche en éducation. Voilà, mais je vais m'arrêter là, parce que je vous remercie de votre attention.